Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve une nouvelle fois devant la Pico CPC. Comme vous avez dû le savoir, j'ai eu un mois de chômage. Je n'ai pas travaillé en mois de février parce que j'avais terminé mon contrat au 31 janvier. Mais j'ai redémarré un contrat donc le 3 mars. Donc je suis de retour au travail. Mais ce mois, j'en ai profité. Notamment, j'ai passé une bonne semaine sur cette Amiga 4000, pardon. Mais j'ai passé 3 semaines complètes à plein temps sur cette Pico CPC. À faire du développement et notamment à beaucoup apprendre l'assembleur et beaucoup apprendre sur la machine. Vous verrez ça pendant cette vidéo. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va s'approcher de l'écran. Je vais peut-être pas garder celui-là, je le remettrai juste à la fin pour rendre les images plus faciles à voir parce que comme vous voyez ça scintille. Donc il y a des petites choses devant qu'on verra mieux avec un écran LCD qui fait pas phare sur l'appareil photo. Donc, approchons-nous de cette Pico CPC et de ce CPC. Alors, une des premières choses que j'ai fait sur ce Pico, hormis cet écran que vous voyez, c'est de changer la backplane. Si vous vous rappelez, je l'avais montée à l'envers. Hop, excusez-moi. C'est-à-dire qu'elle va comme ça, avec la carte Pico qui va dessus sur le connecteur, et le problème c'est que la prise elle est en dessous au lieu d'être en dessus, donc ça me soulevait beaucoup la Pico CPC. Donc c'était celui-ci et j'en ai refait un beaucoup plus petit, beaucoup plus dense et dans le bon sens. Donc maintenant la Pico CPC est bien en dessous, bien plus basse puisque la prise est dessus. Voilà, déjà ça c'est la première chose. J'en ai profité aussi pour faire un adaptateur pour les CPC Plus et les 6128 alsaciens, donc qui ont les prises centroniques. J'ai encore pas fini de souder la prise, mais la Pico va monter pareil sur d'autres CPC qui me restera à tester. Mais une des choses que j'ai faites, notamment sur la fin, c'est de lui mettre un écran. Donc je vais le redémarrer, le Pi. Juste pour allumer un peu plus l'écran. Et non, évidemment, il ne va pas vouloir, parce qu'il faut que j'éteigne le CPC. Voilà, il est un petit peu plus lumineux et sa luminosité baisse automatiquement au bout de 15 secondes sans aucune activité. Mais j'ai aussi codé plein d'autres choses sur le Pico CPC. Notamment tout ce qui est gestion des disquettes. Donc pour les disquettes, j'avais fait une petite short, mais il y a une première commande qui est D4 qui permet de lister les disquettes qui sont présentes sur la carte SD. Évidemment, il faut l'écrire correctement. Il y a beaucoup de disquettes, c'est paginé, donc il affiche toutes les disquettes et les numéros. On peut faire espace pour voir la suite. Mais si on en a vu assez, on peut faire échappe. Et on voit notamment le jeu que l'on veut charger. Donc on peut faire, je vais prendre Paperboy. Donc voilà, j'ai chargé mon jeu numéro 33. C'est plus facile à taper que Paperboy. Et ensuite, c'est une disquette. Donc on fait 4, et puis on a le contenu de la disquette, et puis on peut lancer Paperboy. Voilà, c'est parti. Il y a la petite LED fait de l'activité quand il y a des accès disques, et comme vous voyez, l'écran LCD est passé en mode disquette, c'est-à-dire qu'il vous affiche l'image, le nom de l'image ainsi que les secteurs qui sont en train d'être lus. Et tant que le Pico, le CPC est en train de lire la disquette, l'écran est allumé. Et dès que le CPC ne lit plus la disquette, l'écran, au bout d'un petit moment, il va se mettre en moins de contraste pour s'économiser.
Donc vous voyez le DDI avec le Gotek dedans. Je pense que pour le moment, j'ai plus trop besoin de brancher le DVI parce que j'ai aussi implémenté dans le lecteur de disquettes le support de pas mal de protections. Je dirais la grande majorité, et il y a vraiment très peu de choses qui ne sont pas supportées. Alors pour sortir, bien sûr, hein, rien de plus simple, reset. Puisque j'ai codé les disquettes, j'ai aussi codé des filtres pour les disquettes. Alors, notamment, on va lui demander tout ce qui commence par un T. Et voilà, on a la liste de nos jeux qui commencent par un T. Donc, par exemple, Target Renegade, qui est un jeu qui a une protection en weak sector, c'est le 53, donc on va le charger. Et comme on va voir, ça va pas poser plus de problèmes de gérer la protection. Voilà, il a affiché son image et le jeu, comme vous avez vu, charge très très vite. D'ailleurs, j'ai une option que j'ajouterai qui permet de ralentir cette émulation de lecteur de disquette pour la rendre quand même un tout petit peu plus proche de ce que ferait un Gotek ou un lecteur de disquette. Parce qu'ici, on a des débits qui sont entre 5 et 10 fois supérieurs à une disquette ou à un Gotek. Tout dépend de comment sont stockées les informations. Si la disquette est optimisée et que les secteurs sont à la suite, il ira 3 fois plus vite, 4 fois plus vite. Si les disquettes sont entrelacées, il ira 10 fois plus vite facilement. Donc voilà pour les premiers tests sur les disquettes. Autre chose que j'ai fait pour les disquettes, comme vous avez pu le voir, plein de disquettes sont en 2 faces, ou il y en a même qui sont en plus que ça. Cherchons celles qui sont en S. Alors on en a un certain nombre, et je vais prendre un jeu qui est bien protégé comme SRAM. Alors comment on fait pour changer de disquette en cours de jeu? Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis l'écran, et vous le voyez peut-être, il y a un petit bouton de plus sur la carte qui est ici, dont je vais me servir pour changer d'écran, de disquette. Donc, comment on ferait pour charger une disquette? Eh bien, déjà, on va dire au Pico qu'on veut grouper les disquettes. Avant de charger une disquette, on va créer un groupe. Je supporte le lecteur A et le lecteur B, mais les jeux ne supportent la plupart pas le lecteur B. Donc par défaut, le groupe, la commande de groupage fait des groupes sur le disque A, mais on peut aussi lui dire de faire des groupes sur le disque B. Mais je vais juste la lancer simplement. Donc on lui dit disquette groupe, voilà. Et puis il a activé le groupage. Alors maintenant, on va charger 47 et 48 pour charger SRAM. Donc il nous dit qu'elle a été ajoutée au groupe 1 et que le disque 2 a aussi été ajouté au groupe. Mais il ne l'a pas chargé, il s'est contenté de l'ajouter au groupe. Et ce jeu a la particularité d'avoir une protection qui est très pénible pour moi. C'est une protection qui détecte les ROM, si on a chargé des ROM. Et comme la machine a comme j'ai ma propre ROM pour gérer la carte, pour gérer la discussion entre le CPC et ma carte, eh bien, il faut que je la supprime pour pouvoir lancer SRAM. C'est parce que c'est la version originale. Donc j'ai créé une commande qui s'appelle rhide, qui fait ROM hide, qui cache toutes les ROM. Et donc, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque le reset du CPC. Après avoir désactivé les ROM, j'ai désactivé toutes les ROM, y compris la ROM basique 1.1. Donc, la machine est d'origine, mais on a toujours nos disquettes dedans. Donc maintenant, on peut lancer le jeu. Voilà, l'écran se rallume. Error not found. Ah.
pas pourquoi il avait le disque 2. Ah, j'ai un bug. Bon, bah il est SRAM celui-là. Ah oui, j'ai pas dû prendre la bonne version du SRAM. Ça, c'est la version qui est pas protégée. Donc tout ce que j'ai fait n'a pas trop d'intérêt. Mais malgré tout, ça charge quand même le jeu en multiples disquettes. Donc on va aller jusqu'à avoir besoin de la disquette 2. Allez, dépêche-toi. Voilà. Non, je veux pas les explications. Ah, il est en train de toujours de charger sur sa disquette. On voit la petite lettre clignoter justement et les pistes défiler en bas. Alors maintenant la disquette 2. Alors on appuie sur le bouton et il nous dit qu'on a le disque 2 of 2 mis dans le lecteur, donc on peut appuyer sur une touche. Et voilà, c'est parti, on a SRAM qui fonctionne. Et bien sûr, si vous faites reset pour sortir, il va remettre toutes les ROM qu'on a cachées pour lancer le jeu et elles vont être présentes dans la machine. Et on se retrouve en Basic 1.1 avec nos ROM de charger. Une chose que j'ai aussi faite, c'est, vous vous rappelez, la RAM, c'était pas tout complet. Ça n'est toujours pas tout complet. Hein. Je ne supporte toujours pas avec cette révision de carte le mode C3 qui permet de lancer quelques démos. Mais la prochaine révision arrive. Mais néanmoins, j'ai corrigé tous les problèmes de compatibilité. J'y ai passé du temps. Et maintenant tous les tests de mémoire passent sans souci. Donc là j'ai étendu la machine, j'ai mis 192 kiloctets de mémoire étendue, plus 64 qu'elle a de base, ça doit la faire à 320 kg de mémoire. Ou 256, ouais, 256 plutôt. Et voilà, donc la mémoire fonctionne. Ah, je sais qu'on peut sortir de celui-là. J'ai aussi énormément agrandi la commande Help qui vous permettra de voir toutes les commandes de la carte. Mais je vais encore l'améliorer puisque je lui permettrai de passer des paramètres pour avoir de l'aide sur chacune des commandes indépendamment. Mais on verra ça plus tard. Autre chose que j'ai implémenté sur cette carte, c'est l'exécution et la lecture de choses depuis la carte SD directement. Donc pour ça, on a des commandes qui permettent de lister ce qu'il y a sur la SD. Donc si on fait 4, barre 4, on a le contenu de la carte SD. Donc ce sont des fichiers que j'ai posés dessus et on peut directement charger les choses avec une commande run tout simplement. Ah! En tapant les choses correctement, on va dire oui. Oui aussi. Et oui aussi. Et stage 0. Et on a un jeu qui se charge instantanément depuis la carte SD. Je peux vous en montrer un autre, hein, c'est vraiment très rapide. Donc je vais demander le catalogue. Et on va aller faire un tour dans Sorcery.
Voilà, donc on peut redemander le catalogue maintenant. Et on peut lancer le jeu. Et j'ai mis même une petite temporisation sur la première image. Sinon, on la voyait une demi-seconde. Tellement ça va vite. Et évidemment, bon, bah, le jeu est fonctionnel comme le Sorcery original. Hop, je peux prendre l'épée. Et je vais essayer d'aller combattre lui. Ouais, bon, je me suis pris, mais oh non, j'ai encore 98% d'énergie. Et j'ai quelques jeux comme ça. Bon, tous ne fonctionnent pas, hein, parce que c'est vraiment compliqué. Sachant que j'utilise une commande avec une barre devant, je ne peux utiliser que des jeux qui sont en binaire ou dont le chargement est directement est 100% en basique et qui contient les commandes pour charger les différents binaires. Voilà, on a CD point qui permet de retourner en arrière. Et par exemple, Boulder Dash est encore un autre dans lequel j'ai modifié le point base pour mettre des commandes pipe à la place des commandes originales pour charger le jeu. Et on voit que c'est pratiquement plus rapide que de le mettre en ROM, tellement ça charge vite. Justement, je vais le resetter, et pour parler des ROM, j'ai commencé aussi à faire des commandes pour elles. Voilà. Il faut encore que je modifie quelques timings sur le reset, hein. Des fois ça marche pas. Notamment, comme je vous avais dit la dernière fois, les ROM ne s'annoncent pas toutes. Donc j'ai fait une commande qui nous liste les ROM qu'on a chargés. Donc je peux voir ici que j'ai chargé une ROM custom OS à l'emplacement low, que j'ai mis le premier emplacement de ROM à la place du basique 1.0 à un basique 1.1. Ensuite, j'ai la Pico CPC en 6. Et en 7, j'ai la MS-DOS qui me permet d'avoir l'émulation de disquette. Et finalement, le RAM test en 10. Et je peux aussi lister toutes les ROM qui sont présentes sur la SD. Voilà, il y en a beaucoup, donc ça tient pas. Mais une chose que j'ai faite pour toutes ces commandes, c'est de les rendre compatibles avec le mode 2 aussi. Comme ça, ça s'affiche sur 2 colonnes et c'est plus facile de voir un plus grand nombre de ROM ou de disquettes. D'ailleurs, si je liste les disquettes, ça fera la même chose. Et ça supporte également la pagination si malgré tout ça ne tient pas sur une page en mode 2. Du côté écran, j'ai fait aussi quelques petites choses d'autres qui vont aider en cas de souci. Notamment si j'enlève la carte SD et que je démarre le Pico, eh bien il va me warn comme quoi m'avertir comme quoi il n'y a pas de carte SD et donc il ne va pas démarrer tant qu'on ne va pas lui mettre une carte SD. Il se moque pas mal si la carte SD est vide ou s'il y a de la config dessus, il lui faut une carte SD. Si elle est vide, on verra dans quelques minutes qu'est-ce qui se passe avec le Pico. Qu'est-ce qu'il va faire?
Alors cet écran, j'ai pas mal bataillé hein, pour le faire marcher. J'en ai essayé plusieurs, notamment un grand comme celui-là. Et j'en ai essayé aussi un tout petit. Non, c'est pas le bon. J'en ai sorti beaucoup. Un tout petit comme celui-ci. Et il s'avère que ce que je voulais, c'était ce format-là, c'est-à-dire le 1,3 pouces. Celui-là, il est bleu, celui-là, il est blanc. Je pense que je les ferai en blanc. Mais ces écrans 1,3 pouces, ils ont une particularité. Ils n'utilisent pas la même puce pour gérer l'écran que le 2,4 et que le 0,9 pouces. Le 2,4 et le 0,9 ont une accélération matérielle. Pour les scrollings, ce que je me suis amusé à faire fonctionner sur ces deux écrans. Et malheureusement, celui que je veux, moi, celui d'1 pouce 3 qui représente le meilleur compromis pour bien lire, eh bien, il n'a pas le même pilote et il n'existe pas avec le pilote des deux autres. Et il n'a pas d'accélération matérielle. Donc, pour les disquettes, j'ai été obligé d'implémenter mon propre scrolling. D'ailleurs, on va en profiter pour charger un petit jeu. Puisqu'on a beaucoup de disquettes et on a de la mémoire et on a tout ce qu'il faut, rien ne nous empêche de charger un Pinball Dreams. Alors, 34... 35 et run disk. Il n'a pas besoin de se cacher, c'est pas un jeu protégé. Et vous allez voir, Pinball Dream donc sur un 464. Donc il se charge. Un peu à la façon Amiga. Hein. D'ailleurs, c'est un très beau clin d'œil de ce portage de ce jeu sur CPC. Et il est superbe. Donc je mets le disque 2. Et c'est parti. Allez, on va prendre un steel wheel. Les deux touches Shift sur un CPC sont branchées ensemble, donc on ne peut pas utiliser les touches Shift, mais on peut utiliser CTRL et Shift. Ah non. Non, pardon, le slash. Voilà, bon. Mais c'était pour vous montrer un des derniers développements et qui fonctionne très très bien sur cette carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte déjà, bon, on va vous montrer encore une fois que ça charge très très vite. Hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, il est chargé. Il manque encore pas mal de commandes sur cette Pico.
Notamment pour tout ce qui est des disquettes, c'est pas des commandes qui manquent, c'est plutôt des fonctionnalités. Je sais écrire sur les disquettes des fichiers, c'est-à-dire si je charge un basique, je peux le sauvegarder sur une disquette, ça marche l'écriture, mais je n'ai pas implémenté encore le formatage, donc on ne peut pas utiliser Discology ou des copies, donc ça viendra un peu plus tard. On a vu que dans ce genre de commande, bon, j'ai encore des petits détails de pagination à faire. Là, j'ai la place de mettre 2 lignes de plus, par exemple, et des petites choses comme ça. C'est toujours une carte qui est un prototype. Hein. C'est toujours le prototype 1 où j'ai encore mis plus de fils qu'avant. Donc, j'en ai un deuxième qui devra arriver dans les jours qui viennent, qui va me permettre d'enlever tous les fils et puis de tester d'autres choses. Elle sera mieux connectée, donc on va peut-être me permettre de faire le mode C3 pour la mémoire et de monter à 512K, voire 1 méga de mémoire. Mais assez sur cette version actuelle. Je vais vous montrer la dernière chose que j'ai faite. Faut que je reconfigure un petit peu et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on met une carte SD qui est vierge. Donc typiquement la première utilisation qu'un utilisateur qui recevrait la carte, eh bien il met une SD vierge et on va voir ce que j'ai fait pour ça. Alors, j'ai remis l'écran pour cette partie-là, parce que bon, je trouvais que c'était quand même plus sympa, même si j'ai du mal à le filmer. Et donc, il attend une carte SD, donc on va lui mettre une carte SD. Et on va démarrer le CPC. Je pense que ce son vous dira quelque chose. Et ensuite, il nous propose un choix de langue. Donc, j'ai codé principalement le français pour le moment. J'ai qu'une page en anglais, donc on va choisir français. Et il nous invite à choisir la machine sur laquelle on est. Donc, on peut naviguer avec les flèches. Donc, je suis sur un CPC 464. Il me dit que ma mémoire actuelle c'est 64 kg, hein, parce qu'il a détecté que ma version de basique était une version 1.0, donc j'étais sur une machine qui a 64 kg de base. Et on peut rajouter, et il nous dit combien ça fera de mémoire au total, la décomposition en base, plus la mémoire étendue. Et ce qu'il est préférable de mettre, hein, il est préférable de mettre des montants de mémoire qui sont des multiples. Des exposants, c'est-à-dire 64, 128, 256, 512. Même si la carte peut faire beaucoup d'autres variations, certains logiciels peuvent des fois présenter des problèmes. Donc on choisit ça. Et ensuite, il y a d'autres écrans après, mais je ne les ai encore pas codés pour la sélection de la langue du clavier et éventuellement des ROM que l'on ajouterait très utiles sur 464 pour le passant basique 1.1, des choses comme ça. Et ce que va faire la Pico, c'est qu'elle va créer le fichier de config sur la carte SD, elle va préparer tous les dossiers nécessaires et va mettre dans le dossier ROM les ROM qui sont nécessaires en fonctionnement de la machine en les prenant dans la ROM du Pico et en les mettant sur la SD. Donc le but de Swizard, qui n'est pas tout terminé, est de faire la configuration initiale de la carte. Alors comme vous le voyez, je me suis un peu amusé avec les modes overscan. On a cet écran-ci qui est en mode 2 overscan. Le tout premier était en mode 0 overscan avec la musique. Sachant que la particularité de ce code, vous avez vu que quand je démarre le CPC, il me lance le code. Je n'ai absolument rien besoin de taper. C'est tout simplement que c'est une ROM low. Donc j'ai écrit une ROM qui remplace l'OS de la machine. Donc je n'ai pas d'OS, donc tout est écrit en bare metal dans cette ROM. Et c'était vraiment très compliqué de faire tout ça. Parce que pour faire du son ou pour faire des affichages overscan, il faut aller configurer le CRTC. Pour faire du son, il faut aller discuter avec le PPI. Et donc c'est énormément de codage assembleur et énormément de compréhension pour moi du fonctionnement de la machine. Je comptais d'ailleurs vous faire une petite aparté sur ce mode, les modes overscan, notamment le mode 2 là, qui m'a posé pas mal de problèmes.
Mais je pense que la vidéo est suffisamment longue et je ne vais pas me lancer dans une explication technique qui n'intéressera pas beaucoup de personnes. Mais il faut savoir que pour qu'un CPC, il utilise sa dernière banque de mémoire, la 4 banques de 16 kg, il utilise la quatrième banque pour l'affichage, généralement. Et qu'en overscan, on n'utilise pas 16 kg, mais 31,2 kilooctets de mémoire. Donc on est obligé d'utiliser une banque et un morceau d'une autre. Et ça pose beaucoup de problèmes pour l'affichage. Notamment, j'utilise une banque pleine plus le morceau de la suivante, ce qui fait que j'ai une rupture sur l'écran qui est même pas une ligne pleine. Donc pour tracer du texte, il y a quelques petits décalages à faire quand on arrive à peu près aux 2/3 de l'écran, au milieu, par là. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, hein, surtout le Wizard sur lequel j'ai passé énormément de temps. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.